On est parti. Déjà pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Adrien Blin, je suis un ancien consultant qui travaillait plutôt historiquement dans des problématiques Ops et puis j'ai glissé progressivement vers les problématiques DevOps et maintenant je travaille à la Société Générale comme coach sur ces problématiques-là parce qu'on essaye de faire bouger les choses. Dans les banques, il n'y a pas que des mainframes, du COBOL et des trucs vieux. D'ailleurs, on n'en a plus chez nous, on essaye de faire des trucs un petit peu sympas. Et Docker, c'est des sujets justement qui sont intéressants, qui s'inscrivent un petit peu dans cette logique-là. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite métaphore avant de commencer. Cette première photo, c'est plutôt cette carte postale, c'est le port de la Joliette au 19e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de chaos finalement. On voit que charger les navires, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui prend du temps, il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de pertes. Évidemment, ce qu'on veut transporter d'un point A à un point B prend énormément de temps. À l'époque, la démarche n'est pas très optimisée. Si on fait le parallèle avec le monde de l'IT, c'est un petit peu pareil. Finalement, avec la logique de l'agilité, on commence à gagner en vélocité, à produire de logiciels de façon plus industrielle, beaucoup plus fluide, mais se pose quand même la question de comment je vais le délivrer, ce logiciel. Et ça, c'est parfois quelque chose de compliqué. On sait fabriquer un logiciel, mais après, il faut fournir des procédures, ou fournir des scripts, des automates, faire le joint avec les gens qui opèrent ces logiciels et qui font l'infrastructure. Et c'est cette problématique de delivery qu'on peut illustrer un petit peu par ce chaos. Alors, on va changer de décor, on se retrouve maintenant au port d'Anvers, il me semble. On est au XXe siècle, ça a beaucoup changé, il n'y a plus de pagaille, il n'y a plus du monde qui s'agite dans tous les sens. On a des tas de petites boîtes, des automates qui agitent tout ça, et ça, c'est le grand changement. Dans les années 50, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les conteneurs de transport qui permettaient dès lors de transporter des objets à travers le monde, d'un point A à un point B, que ce soit sur des camions, que ce soit sur des bateaux ou encore sur des trains, de façon très industrialisée, très fluide, très rapide. Parce que finalement, on avait découplé dramatiquement deux choses. Les gens qui cherchaient à transporter des objets de par le monde savaient mettre des objets dans la boîte et ne se préoccupaient pas de la façon dont on allait la maintenir, la transporter. Et d'autre part, on avait les gens qui étaient là pour assurer cette chaîne de delivery et qui, eux, s'intéressaient à déplacer la boîte d'un point A à un point B. Et ces populations qui n'avaient pas le même métier, elles partageaient une chose, c'est ce standard, ce format, cette boîte. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que cette petite boîte et toute l'automatisation qui est venue autour, finalement, au-delà de la dimension technologique que ça a apporté, c'est ce qui a finalement quand même révolutionné le commerce international. Parce que dans les années 50, c'est l'essor du commerce international parce que justement, on est maintenant en capacité de transporter des choses très rapidement au travers de la planète. Et dans l'IT, on a un peu cette même démarche-là. L'idée, c'est d'aller chercher à industrialiser le delivery de nos applications, tout comme on a cherché à fluidifier, industrialiser la façon dont on délivrait le logiciel en tant que tel. Comment aller jusqu'à la production de façon tout aussi fluide. Alors, on va arrêter là la métaphore et on va glisser vers Docker. On va articuler ça en deux temps. On va commencer par présenter Docker au travers de quelques propriétés particulièrement remarquables qui font de lui quelque chose de si particulier. Et d'autre part, dans un second temps, on discutera plus de use cases qu'on peut se poser en entreprise qui font que Docker apporte de la valeur. Alors, Docker, si on essaie de le résumer, évidemment c'est réducteur, mais on pourrait peut-être imaginer que c'est une technologie qui permet finalement de standardiser et d'automatiser le déploiement et le run de nos applications. Donc l'idée, ça serait peut-être de mettre le logiciel dans une boîte qui serait universelle, comme le conteneur dans le domaine du transport, et ensuite de pouvoir l'opérer de façon complètement agnostique. Alors évidemment, c'est une approche, c'est une phrase un petit peu approximative, on va aller creuser un petit peu tout ça. Alors, je vous parlais de propriétés désirables qui font que Docker est si séduisant, on en a retenu 4. La première, ça serait peut-être la portabilité. Ensuite, on aurait la jetabilité, la dimension vivante, on va voir ce que c'est, et son côté social. Première chose, sa portabilité. Alors, au-delà de la métaphore du conteneur, ce qu'on voit, c'est qu'il s'agirait de mettre potentiellement un artefact logiciel dans une boîte et ensuite d'aller le délivrer sur différents environnements. Alors finalement, on peut se dire, mais on avait déjà une façon d'impacter un petit peu les applications, on avait d'autres choses, c'était pas tout à fait pareil, c'était la virtualisation.
Alors justement, pour essayer de bien faire la part des choses et de bien comprendre le positionnement de Docker par rapport à celui de la virtualisation traditionnelle, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand on fait de la virtualisation, finalement, on fait une chose principalement, c'est qu'on partage un socle commun qui est finalement le matériel, le hardware de la machine. Et par-dessus, on va créer des machines virtuelles, autant de systèmes d'exploitation qu'il va falloir patcher, maintenir, opérer, et sur lesquels on mettra nos applications. Dans le cas de Docker, on va travailler de façon un peu différente. Ce qu'on va chercher à faire, c'est faire plutôt de l'isolation. C'est-à-dire qu'on va empaqueter des applications dans ces fameux conteneurs Docker, et ces conteneurs, on va en opérer un certain nombre sur un même système d'exploitation. C'est là où ça change. On va se partager un système hôte, un système d'exploitation hôte, et par-dessus, on fera tourner en parallèle des dizaines, des centaines d'applications qui sont toutes isolées les unes des autres, et elles ne partagent finalement que le noyau du système. Alors ça, c'est intéressant aussi dans une logique de rationalisation, parce que la virtualisation, historiquement, elle nous a permis de rationaliser le matériel uniquement. Mais ça faisait toujours autant de systèmes à maintenir, voire même plus, parce que ça devenait tellement facile de créer des machines qu'on en a créé de plus en plus. Là, ça nous permet de rationaliser non pas juste le matériel, mais ça nous permet de rationaliser finalement le matériel et le système d'exploitation. On n'a plus qu'à se préoccuper de notre application et on ne se préoccupe plus du système sous-jacent. Alors, qu'est-ce qu'on va se partager justement sur ce système hôte qui opère notre petit conteneur ? En fait, on va juste partager le noyau. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les contraintes sont assez faibles. Essentiellement, on va se partager un noyau. Donc, la contrainte actuelle, c'est Linux. Mais en fait, quand on regarde les dernières news au sujet de Docker, on voit que Microsoft cherche à emboîter le pas et pas rester à la traîne dans cette belle dynamique qu'a lancé Docker. Et ils ont signé des partenariats et cherchent à essayer de proposer des services autour de ça. Et on verra bien ce qui nous attend sur l'année prochaine. Mais Microsoft s'attend à proposer des outils autour de Docker. Alors, on partage un noyau qui doit être récent, parce qu'on utilise des fonctions assez récentes du noyau, et d'autre part, on a juste à installer finalement un agent Docker localement sur la machine. C'est quelque chose qui vient se positionner par-dessus le système d'exploitation. Et ce qui est intéressant de noter également, c'est que finalement, vu que Docker, sur le système hôte, c'est ni plus ni moins qu'un logiciel, et bien finalement, il y a des initiatives, comme CoreOS par exemple, qui ont servi à se dire qu'au-delà finalement de tout ça, si on crée des OS dédiés, pratiquement des appliances, j'irais presque jusqu'à dire, qui n'auraient que pour vocation d'opérer des conteneurs, servir de socle de base, tout comme finalement il y a quelques années, si on regarde dans le passé, les hyperviseurs commençaient à naître pour servir justement l'hébergement des machines virtuelles. En termes de paramétrage, il n'y a pas grand-chose sur lesquels il faut se focaliser de façon primordiale. La première chose, c'est le réseau. Évidemment, vous avez vos applications, vous les mettez dans un conteneur, mais ces conteneurs, si c'est un serveur ou quoi que ce soit, il a besoin de communiquer avec le monde extérieur, évidemment. Donc, vous allez devoir fournir un moyen, on va voir ensuite comment ça se passe, vous allez avoir besoin de fournir un moyen de permettre à un conteneur de communiquer à l'extérieur du monde et surtout d'être accessible aussi au reste du monde. La deuxième chose, c'est dès qu'on parle d'isolation, on peut parler de quotas. Un petit peu comme sur les machines virtuelles, où on peut ségréguer les ressources qu'on alloue aux uns et aux autres pour éviter qu'une VM vienne phagocyter l'ensemble des ressources de l'autre sur lesquelles elle fonctionne, on peut isoler les ressources avec Docker d'un conteneur. Lui allouer des quotas en termes de mémoire, en termes de CPU, en termes d'IO, etc., etc. Troisième chose, on va s'intéresser à la question du stockage de ce conteneur. Où est-ce qu'on va le stocker ? Sur un point de montage local ou autre, etc., etc. Dernière chose, il y a la question des processus. Le conteneur, finalement, il vise probablement à opérer un logiciel qui fonctionne à l'intérieur. Pas que, on va voir pourquoi. Mais globalement, il s'agit souvent d'héberger un serveur. Donc, il faudra préciser, configurer le service qu'on veut faire tourner à l'intérieur. Et pour terminer, il faudra potentiellement injecter dans ce conteneur des variables d'environnement qui lui permettront d'avoir une certaine connaissance de variables du système dont l'application pourrait avoir besoin. Alors, deuxième propriété observable, sa jetabilité d'une certaine façon. Alors, on a commencé à en discuter là tout à l'heure, il y a quelques instants, juste avant la présentation.
Construire un conteneur, ça coûte vraiment pas grand-chose. C'est quelque chose de quasiment transparent. Et du coup, se pose une question un peu fondamentale. Vaut-il mieux essayer de faire vivre un conteneur en mettant à jour le logiciel qui l'hébergerait, ou ne vaut-il pas mieux tout simplement reconstruire un conteneur à chaque fois? Je vais faire un parallèle avec le monde du dev. Par exemple, quand on fait une application pour un serveur d'app, vous allez produire un artefact, par exemple un war, que vous allez mettre sur ce serveur d'app. Ce war, c'est déjà un artefact qui est la collection de toutes les ressources du logiciel. Il y a toutes les classes, il y a tout ça, etc. En fait, quand vous allez mettre à jour le logiciel, vous ne changez pas l'un ou l'autre des fichiers, vous relivrez l'ensemble de l'application. En fait, l'idée, c'est de transposer cette logique-là à l'échelle du conteneur. Dans un conteneur, on ne livrerait pas juste que l'application, on relivrerait potentiellement à chaque fois l'application et tous ses prérequis, tout son écosystème d'infrastructure avec lequel elle vit. Les variables d'environnement, les contraintes comme avoir le fait d'avoir un répertoire, d'avoir un service, des librairies installées. En gros, tout ce que vous mettiez potentiellement sur une procédure, sur des notes, dans un mail ou dans un petit script. Mais en fait, vous allez empacter tout ça ensemble pour faire en sorte que ce que vous construisez et que vous livrez à opérer, c'est pas juste un logiciel et des procédures, c'est un tout, autoportant, le plus autonome possible. Donc l'idée serait potentiellement de reconstruire ce tout à chaque fois qu'on fait évoluer soit l'application qu'il contient, soit les contraintes système avec lesquelles il vit, plutôt que les mettre à jour. Alors, si on part de ce principe-là, ça va avoir plusieurs impacts. Le premier, c'est la façon de percevoir les ressources d'infrastructure sur lesquelles vous hébergez vos applications. Historiquement, l'infra, elle a souvent un cycle de vie long, et c'est le cycle de vie de l'application qui est hébergé par-dessus qui va de toute façon en s'accélérant. On parlait de méthodes agiles tout à l'heure, c'est un peu ça le sujet. On cherche à fluidifier le développement logiciel, mais l'infra, ça restait quelque chose de très lent. Surtout dans les entreprises où il faut commander des ressources, c'est pas les mêmes équipes, etc. etc. Dès lors qu'on change cette approche, les serveurs qui avaient un cycle de vie lent, qu'on soignait pendant des années, qu'on essayait de se garder toujours propre, de faire durer, en fait, on va peut-être changer de paradigme et on va se dire, plutôt que gérer ces serveurs-là et de les garder dans la durée, je vais plutôt me dire, la valeur, c'est pas d'avoir construit un beau patrimoine d'infrastructure, c'est peut-être plus simplement d'être en capacité à tout instant de recréer ces ressources d'infrastructure dont j'ai besoin. Donc plutôt que de dire, j'ai un beau serveur que j'ai mis des années à configurer, la valeur, c'est d'être capable de le reconfigurer, de le reconstruire à tout instant. Et ça, c'est Docker qui va nous y aider. Donc c'est ce qu'on peut retrouver notamment avec le pattern cattle versus pet. On va chercher justement un petit peu à avoir plutôt du bétail justement et à reconstruire, tuer des ressources d'infrastructure au fur et à mesure du cycle de vie de l'application, plutôt qu'avoir cette infra qui reste stable dans le temps, qui bouge peu. Alors, pour compléter un petit peu la vue, là, on voit un Dockerfile, on va y revenir, mais un Dockerfile, c'est grosso modo la recette de cuisine qui explique comment construire ce fameux conteneur. Donc on lui dit de quoi il est fait, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Par exemple, dans ce petit exemple, on dit qu'on part d'une image de file system type Ubuntu, on dit qu'on va y installer un memcached dedans, on va exposer un port pour que le service qui tourne dans ce conteneur soit visible des autres conteneurs. On va démarrer notre programme. On le disait, le conteneur il héberge un service qui va tourner et on lui attache un utilisateur. Deuxième aspect, dès lors qu'on considère que le conteneur il serait peut-être plus intéressant de le tuer et de le reconstruire au gré des besoins, plutôt que d'essayer de le faire vivre de façon marginale en le faisant évoluer, en le patchant, etc. etc. Peut-être que ça a un impact sur les données. Évidemment, si on veut tuer son conteneur et le recréer à la fois, les données qui étaient dedans, qu'est-ce qu'on en fait? La démarche serait de se dire, dès lors que j'utilise des conteneurs, je vais chercher à externaliser en fait ma data, de découpler finalement la data de la capacité de compute ou des services applicatifs, et on va finalement se retrouver avec deux types d'objets, des conteneurs qui portent des logiciels qui exécutent, et d'autre part, du stockage de données. Alors ce stockage de données, il peut prendre plusieurs formes. Il pourrait être traditionnel. On pourrait imaginer, c'est tout à fait possible avec Docker, de mapper dans un conteneur des répertoires qui sont sur le file system de l'autre, par exemple. C'est pas très intéressant. On pourrait tirer profit de cette logique de conteneur et créer des conteneurs qui ne serviraient que à héberger de la data. Donc on aurait un conteneur qui porte un logiciel,
qui serait associé à un conteneur qui porte que de la data, dans des volumes distincts. Grosso modo, le conteneur qui fait tourner le logiciel voit le point de montage avec le conteneur de la data et il reste sur des cycles de vie différents. Mais plus fondamentalement, la question, ça serait plutôt d'essayer d'envisager de voir radicalement différemment la question du stockage. On avait déjà des bases de données, évidemment, mais maintenant on a de plus en plus de choses qui évoluent autour du stockage objet. Au lieu de penser filer, file system, point de montage, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir des API qui nous permettraient d'aller déposer les objets dont on a besoin, les retirer, les utiliser, etc. etc. Dès lors, on externaliserait complètement la question du stockage de données. Et les exemples comme MongoDB, Hadoop, Cassandra, c'est autant de façons de stocker de la data de façon un peu plus moderne et également scalable. Et ça, c'est important, on va le voir ensuite. Dernier point sur l'impact sur l'archi des applications. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a deux tendances fortes. La première, c'est on parlait d'agilité, on parle aussi beaucoup de continuous delivery maintenant. On veut aller de plus en plus vite, on veut aller livrer de plus en plus fréquemment nos logiciels. À côté de ça, on a de moins en moins d'appétence pour monter des grosses architectures résilientes qui coûtent très cher avec des tickets d'entrée qui sont monstrueux, des SAN, des clusters, de la réplication, etc., etc., etc. On a tendance à se positionner sur des ressources d'infrastructure qui sont plutôt de la commodity. Ça a un impact sur l'archi des applications. En fait, toutes ces problématiques de résilience, de haute disponibilité, qu'on faisait porter historiquement beaucoup à l'infrastructure, en créant des ressources d'infra qui délivraient beaucoup, on va plutôt chercher à l'intégrer dans les applications elles-mêmes, plutôt que dans l'infrastructure sous-jacente. Donc, notamment pour faire de la haute dispo, on va plutôt chercher à faire des applications qu'on déploierait par exemple, pour en revenir à Docker, puisque c'est bien là l'objet, dans une grande multitude de conteneurs qui tourneraient en parallèle, plutôt que d'essayer d'avoir quelques conteneurs qui tournent sur des très très grosses infrastructures. Donc on va avoir une vraie appétence pour la scalabilité horizontale. Et ça, Docker, justement, ça nous y aide, parce qu'en impactant facilement nos applications, en allant les déployer en masse, en les instanciant plusieurs fois, parce que les conteneurs, on va le voir, je construis mon conteneur une fois, je peux l'instancier autant de fois que je veux. Ça nous facilite beaucoup la vie dans cette logique-là. Quand on cherche à faire de la scalabilité horizontale, Docker va nous aider. Et les patterns d'architecture qui favorisent tout ça, j'en ai mis quelques-uns, évidemment ils ne sont pas uniques. Il y a des designs stateless, le design for failure, loose coupling et compagnie, qui vont nous aider justement à avoir ce genre d'approche. Une dernière chose que je n'ai pas dit sur la jetabilité, il y a un terme qui rentre en ligne de compte à ce moment-là, c'est la dimension infrastructure immuable. Parce que finalement, quand on s'intéresse à jeter et recréer les conteneurs plutôt qu'à les mettre à jour, on peut parler d'infrastructure immuable, c'est-à-dire qu'on va la construire et on va toujours retomber sur ses pattes puisqu'on ne risque pas de diverger puisqu'on ne met jamais à jour sur les différents environnements. À chaque fois, on reconstruit et on retombe toujours à un état stable et pérenne. Troisième dimension, le côté vivant des conteneurs. Alors, les conteneurs, finalement, c'est finalement des images qu'on instancie et qu'on appelle alors conteneurs, une fois ou n fois. Et ces images, en fait, si on fait le parallèle un petit peu avec ce qu'on trouve dans les problématiques de versionning de code, on va pouvoir les versionner aussi, on va pouvoir les taguer, les faire vivre, c'est pour ça que je mettais à la Git, on va pouvoir les faire vivre au gré du fil de l'application. Et ce qui va être intéressant, c'est que finalement, au-delà du logiciel qui évolue de façon plus fluide, là aussi, on va accompagner le cycle de vie de l'application plutôt qu'être dans une logique d'infrastructure statique, puisqu'en fait, au fur et à mesure où l'application évolue et donc que ses besoins d'infrastructure évoluent aussi, on fera évoluer la nature du conteneur sur le même rythme. Et pour ça, Docker vient avec un certain nombre de facilités qui permettent justement de mettre à jour une image. On parle d'ailleurs de comité des images, de les pusher, etc., etc. Et globalement, ces images, elles vont se construire au fur et à mesure en parallèle du cycle de vie de l'application. Si on regarde un petit peu comment est construit un système de fichiers dans un conteneur Docker, grosso modo, on parlait d'images, on parlait de versions. En fait, Docker, finalement, il partage avec l'hôte une chose au départ, c'est il utilise le noyau en fait, pour exécuter le process qui est dans le conteneur.
D'un point de vue un système de fichiers, on va lui créer son propre système de fichiers interne au conteneur et indépendant de celui de l'autre. Et pour ça, on va se baser sur un système de fichiers étagé qui va nous permettre justement d'avoir cette logique de versionning et d'empilement. Alors, dans mon exemple, dans mon conteneur, j'aurai un système de fichiers qui serait un point de départ, disons une instance d'image d'Ubuntu. Donc, en gros, j'ai une structure de système de fichiers telle qu'on en trouve sur une distribution Ubuntu par exemple. C'est l'image de départ. Après, qu'est-ce que je vais faire sur mon conteneur? Je vais par exemple vouloir installer un logiciel. En l'occurrence, j'installe Ruby. Je vais vouloir installer mon application qui va tourner avec Ruby. Je vais vouloir ensuite instancier mon conteneur pour le faire tourner. Mon conteneur, on voit que ça devient finalement une espèce de millefeuille. À chaque fois que je rajoute quelque chose dans ce conteneur, je rajoute en fait un calque supplémentaire. Un petit peu comme quand on fait du dessin avec des outils comme Photoshop, en fait, à chaque fois on rajoute des calques et on rajoute des modifications par-dessus qui viennent se superposer. Ben là, c'est la même chose. On part d'une racine et ensuite on rajoute à chaque fois un logiciel, un outil, un répertoire. On fait des modifications et ça nous permet d'arriver à un conteneur qui répond à votre besoin, qui est contextualisé à votre application. Alors, avec ça me permet d'avoir donc une nouvelle image de conteneur que je vais pouvoir instancier, hein, c'est le running conteneur A que j'ai ici. Mais ce conteneur, je disais, cette image de conteneur, je peux l'instancier plusieurs fois, donc je pourrais très bien démarrer un deuxième conteneur exactement sur le même modèle. Imaginons ensuite que je souhaite créer un conteneur un peu différemment. J'ai toujours la même base Ubuntu. J'ajoute un repo, par exemple. Je vais ajouter cette fois-ci un Nginx. Et puis pour finir, je vais rajouter de la configuration et je vais le démarrer. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai créé une nouvelle image de conteneur que je vais opérer. Je pourrais, pareil, l'instancier un grand nombre de fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on retrouve cette logique d'empilement. Et puis surtout, on partage des couches basses. On ne va pas essayer de recréer en fait les couches basses des images. En fait, on va la forquer, on va la compléter et on va créer finalement quelque chose de différent. Mais on partagera un point de départ commun. On ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Dernier exemple, imaginons que je voudrais faire quelque chose de très différent sur une CentOS par exemple. Rien ne m'empêche de le faire. Ce n'est pas parce que j'héberge que mon host Docker tourne sur une Ubuntu, une CentOS ou quoi que ce soit, rien ne m'empêche d'avoir un système de fichiers qui représente un autre système d'exploitation, puisque je ne partage finalement qu'un bout de noyau pour exécuter mon process. Et ben, je peux me créer un autre conteneur qui est basé sur une distribution très différente, sur lequel j'installe d'autres choses, etc. Et j'en arrive à créer un nouveau conteneur. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on est vraiment découplé de ce qui se passe sur le hôte. Dernière dimension, c'est le côté social. Alors, on prenait pour exemple Git tout à l'heure. Un point important, c'est que on parlait de Git, pardon. Et au-delà de Git, il y a GitHub qui est apparu il y a quelques années. Et finalement, au-delà de la question du versionning du code, il est venu apporter cette dimension sociale. C'est-à-dire qu'il a permis l'ouverture à tous de ce qu'on faisait. Donc, on vient, on crée du code, on le met sur une plateforme, on le met à disposition, et puis finalement d'autres vont reprendre ce que vous faites, ils vont le forker, ils vont le changer, ils vont l'améliorer, lui donner un contexte différent, le faire évoluer, etc. Ben, en fait, on peut faire ça aussi avec Docker, et c'est ce qu'on voyait un petit peu notamment dans la structure de fichiers tout à l'heure. J'avais une racine qui était par exemple sur Ubuntu, et puis ensuite j'ai créé des choses différentes, j'ai créé des conteneurs qui à la fin étaient différents, mais qui partageaient des gènes communs au départ. Et Docker, c'est ça aussi qui lui donne une certaine force, c'est le fait de pouvoir partager ce qu'on fait. Donc du coup, avec cette logique-là, on va pouvoir créer des conteneurs pour ses besoins, mais plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, on va pouvoir s'appuyer sur le travail des autres, on va voir comment. Et vous-même, vous pouvez apporter de la valeur. Lorsque vous créez des conteneurs qui font sens et qui n'ont pas de raison unique d'exister dans votre contexte précis et qui pourraient être utilisés par tous, bah vous pouvez vous-même les mettre à disposition. Et pour ça, justement, Docker vient apporter un grand nombre d'outils. Ils apportent des outils communautaires comme des dépôts publics, un petit peu comme GitHub. Vous allez pouvoir
aller poser vos images, pouvoir partager le fruit de votre travail pour que d'autres puissent justement en bénéficier. Et ces autres, justement, viendront reprendre ces images de conteneurs, les instancier chez eux pour leurs besoins, ou les faire évoluer, les compléter, et puis recréer quelque chose de nouveau. On a aussi des mécanismes de vote sur les images pour plébisciter les images qui font sens et qui méritent justement d'être particulièrement partagées. Et Trusted Image, qui sont en fait un mécanisme qui est construit de la façon où, globalement, Docker, sur la base des Dockerfiles, comme ce que je montrais tout à l'heure, grosso modo, Docker va reconstruire les modèles d'images que vous proposez pour vérifier qu'ils sachent les reconstruire, et on les considérera dès lors comme trustés. Ensuite, on a aussi des images officielles. Alors ça, c'est intéressant, on y reviendra à la fin de la présentation. Les images officielles, finalement, des fournisseurs de solutions comme par exemple MySQL, WordPress ou des tas d'autres, en fait, montrent qu'on peut envisager d'utiliser Docker comme un moyen finalement de fournir son produit. On fournissait des binaires, c'est vrai, on fournissait des packages, des RPM et compagnie, mais on est aussi capable maintenant de fournir des images toutes faites, qui sont fournies par le propriétaire, ou en tout cas la communauté qui héberge cette technologie. Pour finir, il y a un outillage de build continu qui est fourni directement sur la plateforme de Docker Hub, qui permet en fait directement sur la plateforme de construire vos images à distance sur la base des recettes de cuisine, des Dockerfiles que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est tout un écosystème qui permet justement de partager tous ces conteneurs. Enfin, évidemment, c'est parfait de partager, mais dans un contexte d'entreprise, vous êtes évidemment potentiellement amené à créer des conteneurs pour vos propres besoins. Il existe aussi la possibilité de créer des registries privées, des dépôts dans lesquels vous allez pouvoir mettre localement vos propres conteneurs pour ne pas nécessairement les avoir à les partager. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc, en haut, on a un Dockerfile qui représente un même cache, qu'on veut faire tourner dans un conteneur. C'est la même recette de cuisine que tout à l'heure. Et alors, on va regarder comment ça se passe en partant depuis le début. Alors, au début, on va vouloir construire une nouvelle image de conteneur. Donc là, on liste les images qu'on a déjà sur la machine. On voit qu'on a une base Ubuntu, vous vous souvenez, dans le système de fichiers. Je lui dis que j'ai buildé une nouvelle image de conteneur, c'est-à-dire que grosso modo, je lui ai donné le Dockerfile pour construire quelque chose de nouveau. Ça a permis de recréer une nouvelle image par-dessus celle d'Ubuntu. Vous vous souvenez de cette logique d'empilement. Là, on affiche justement tout cet empilement des millefeuilles du file system qu'on a. J'exécute un conteneur qui est donc une instance de cette image avec Memcache. Ensuite, on voit qu'elle fonctionne. On voit le port. Alors, on peut parler de mapping. On voit le port sur l'autre qui est présenté. Et ensuite, on accède à ce service. On regarde depuis l'extérieur. Est-ce que je peux accéder à ce conteneur ? C'est le cas, puisqu'on est en train, là, depuis la console, de parler à un service qui est empaqueté dans un conteneur. D'un point de vue réseau, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a fait un mapping, c'est-à-dire qu'en gros, on a associé un port qui est à l'intérieur d'un conteneur à un port qui est exposé sur l'hôte qui héberge toute une flopée de conteneurs. Ensuite, on tue l'instance du conteneur, on la détruit, et puis voilà. Donc voilà, construire un conteneur, on le voit, c'est quelque chose qui devient vraiment extrêmement simple à réaliser. Alors, si on résume Docker, ce qu'on vient de présenter, c'est d'une part le Docker Engine, c'est grosso modo ce qu'on va retrouver localement sur un serveur qui va nous permettre de créer et faire tourner des conteneurs. Un point important et remarquable de Docker, c'est que Docker n'a pas tout inventé. En fait, Docker est venu donner du sens, Docker est venu construire un produit par-dessus un ensemble de technologies qui, elles, existaient déjà. Notamment pour l'isolation des ressources de ces conteneurs. C'est pas Docker qui l'a inventé, ils se sont basés sur des choses comme à l'époque LXC et par la suite d'autres outils pour venir en fait chercher ces logiques d'isolation de services au sein d'un même noyau Linux. Pareil, pour l'exposition, le mapping des ports, on voit que c'est de l'IPTable qu'il y a derrière. Du côté du file system, ce qu'on voyait, ce millefeuille, cet empilement en fait, de systèmes de fichiers,
on peut voir que, pareil, ils ne l'ont pas inventé, ils sont partis en fait sur des technologies qui existaient déjà, sur AUFS, DevVapor, qui sont en fait des systèmes de fichiers, mais qui existaient déjà pour faire ce genre de choses. Eux, ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont pris toutes ces technologies, alors il n'y a pas que celle-ci, ils les ont prises toutes ensemble, ils ont créé une API en fait, et ils ont créé le concept surtout. Ils ont créé le concept de conteneur. Et ces technologies qui étaient des technologies de barbu, qui n'étaient pas forcément simples à appréhender, en fait, ils sont venus leur donner du sens et leur offrir. Et ils sont venus offrir un vrai produit à destination d'un nouveau public. Parce que Docker, avec sa logique d'API, finalement, au début, on aurait pu se dire c'est de l'isolation, c'est très système. Mais en fait, les personnes chez qui ça change beaucoup les choses aussi, c'est aussi les devs. Parce qu'on le voyait tout à l'heure, construire une application, peut-être que ça ne serait pas juste construire du logiciel, c'est peut-être créer le logiciel, mettre avec toutes les ressources d'infrastructure dont on a besoin, et créer cet artefact un petit peu universel qui serait le conteneur, qui ferait qu'on a une application qui est complètement autoportante. Donc ils sont surtout venus me donner du sens. Donc, à côté du Docker Engine, il y a le Docker Hub qu'on a vu tout à l'heure qui permet justement d'avoir cette logique sociale, d'offrir des outils de partage des conteneurs, entre autres. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Là, il n'y en a que quelques-uns, mais ils sont de plus en plus nombreux, ça grossit de façon exponentielle, à s'intéresser à Docker. On voit que Google, Amazon et compagnie proposent déjà sur leur cloud des services avec Docker. On voit aussi des nouveaux émergents comme Tutum par exemple qui vient proposer des services de cloud vraiment centrés sur Docker. On voit que tout le monde s'y met. Red Hat a fait de gros efforts pour l'intégrer dans leur distribution. OpenStack, Microsoft je ne l'ai pas mis mais ils sont en train de faire un gros chiffre dessus. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de bouger autour de ça. Alors au-delà de la dimension technologique de ce qu'est Docker, et ce qu'on discutait jusque-là, on va réfléchir un petit peu à ce que ça peut donner dans une logique d'entreprise. Parce que la technologie, c'est bien beau, mais si elle n'apporte pas de valeur, si elle ne nous sert pas à grand-chose, ça sera quelque chose qui aura été inventé juste pour la gloire. Mais au contraire, on a de la chance, c'est pas fait que pour la gloire. Alors, Docker, il pourrait faire sens, par exemple, dans deux modèles. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est deux modèles qui me semblaient intéressants de partager aujourd'hui. Alors, on pourrait imaginer que Docker invente le CAS. On parlera du PaaS tout à l'heure. Alors, si on regarde un petit peu le cloud traditionnel avec du IaaS, où on partage donc de l'infrastructure, des machines virtuelles par exemple, et du SaaS tout en haut, où on partage des services, on pourrait imaginer que Docker vienne créer quelque chose d'intermédiaire qui serait, appelons-le par exemple le CAS. Pourquoi ? Parce que finalement, ce n'est pas tout à fait du IaaS, parce qu'en fait, on travaille sur un système d'exploitation dans une bulle isolée, qui est le conteneur, sans toucher au host, donc on est un petit peu au-dessus du IaaS, mais on n'est peut-être pas tout à fait dans du PaaS non plus, parce que ce qu'on met dans le conteneur, c'est des ressources d'infrastructure. Dans ces conteneurs, je crée des répertoires, j'installe des logiciels, je cède des variables d'environnement, je fais des choses que je faisais finalement sur le IaaS. Le PaaS est peut-être un peu plus agnostique, parfois, de ces choses-là. Donc on pourrait imaginer que Docker vienne proposer finalement une nouvelle offre qui s'intercalerait un petit peu entre les deux. Alors, dans cette logique de CAS, ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener à reventiler finalement les rôles, les responsabilités, en tout cas le rôle de chacun. On peut imaginer que dans les équipes des gens qui construisent des applications, en fait, eux, ce qui va se passer, c'est que, pour revenir à la métaphore, ce qui les intéresse, c'est de construire leur application, y adosser les prérequis d'infrastructure, créer des répertoires, des variables d'environnement, mettre leur middleware, tout ce dont ils ont besoin pour que leur application soit autoportante. Ils mettent tout ça dans un conteneur. Ce qui les intéresse, c'est de savoir construire et gérer ce qu'il y a dans le conteneur, le construire et l'opérer, you build it, you run it. Ils s'engagent sur l'entièreté du cycle de vie et pas juste sur construire du logiciel sans se préoccuper de l'exploitation de celui-ci. Et par contre, s'intéresser à gérer des flottes entières de conteneurs, ça ne serait pas forcément leur engagement. En gros, ils ignoreraient potentiellement où est-ce que ça va tourner. À côté de ça, on a des gens qui hébergent plus traditionnellement de l'infrastructure et qui finalement, dans cette nouvelle logique,
offrirait au dev une capacité à déposer un conteneur et le faire tourner, sans se préoccuper de ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le conteneur, il vient fixer une espèce de frontière qui est un petit peu plus palpable et tangible que ce qu'on peut avoir dans le modèle du IaaS ou dans le PaaS. Dans le PaaS, c'est un petit peu différent, on va en parler après, mais dans l'IaaS, c'est plus différent parce que vous prenez une ressource IaaS, vous devez héberger le serveur qui va en dessous, le cycle de vie, son patch management, etc. Là, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui vous intéresse le plus et qui apporte de la valeur pour vous en vous dédouanant des problématiques qui ne sont pas nécessairement les vôtres quand vous développez du soft et opérez du soft, qui sont les problématiques de patch management de l'OS, etc., etc. Donc, on aurait un découplage qui se ferait peut-être comme ça. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passerait dans l'utilisation d'un modèle pareil. Imaginons qu'on ait un dev qui veuille fabriquer une application. Alors ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut partir de dépôts publics pour aller chercher une image qui est mise à disposition par la communauté, qui est déjà toute faite, par exemple, une image Tomcat. Après tout, le dev, s'il fait une application en Java qui veut héberger sur un serveur d'app, pourquoi se fabriquer une image et configurer soi-même un serveur d'app dessus? Ça existe déjà. Donc, il pourrait partir du dépôt public et prendre par exemple une image Tomcat, dans laquelle il va rajouter les couches qui l'intéressent, configurer le Tomcat, mettre son application et recréer finalement une nouvelle image. Mais on pourrait imaginer aussi dans une logique d'entreprise que le service d'infrastructure qui historiquement fournissait des Tomcats standards ou quoi que ce soit d'autre, je dis Tomcat c'est un exemple, vienne fournir une racine d'image qui serait le template de la maison standard construit pour les besoins de l'entreprise. En gros un Tomcat mais paramétré, géré de façon traditionnelle. Et ça on le prendrait dans le dépôt privé de l'entreprise, puisqu'on peut en créer aussi. Le dev prend ça sur son poste, il y rajoute son application finalement, et ce qui va se passer, c'est que localement à son poste, il peut faire tourner le conteneur. Alors ça, c'est un gros bénéfice, faire ça, c'est faire en sorte que le dev, à l'échelle de son poste, puisse déjà travailler sur un écosystème très représentatif du monde dans lequel son application sera opérée en fin de chaîne. Souvent, on a une grosse rupture, parce que le dev, il travaille sur un OS qui est peut-être pas le même, il travaille sur des middleware qui sont pas forcément les mêmes versions, il travaille souvent sur des environnements qui sont différents. Et le problème, c'est que c'est plus tard, dans la chaîne d'intégration, qu'il se rend compte que, ah merde, l'environnement est pas le même. Donc j'ai des problèmes, et je dois rattraper le coup. Là, le fait d'offrir la possibilité d'opérer un conteneur localement sur le poste du dev, lui permet très tôt de travailler dans un écosystème très représentatif de ce qui se passera en prod. Et d'avoir la main dessus pour pouvoir justement le manipuler, l'ajuster par rapport aux besoins. L'usine de dev, au-delà de builder des applications, de les packager, on pourrait imaginer qu'elle se charge également de venir construire une nouvelle image de conteneur qui serait finalement une image racine dans laquelle on a le code de l'application, la configuration système qui va avec, et on recrée donc cette nouvelle image. Et cette nouvelle image, on peut la repousser dans le repo de l'entreprise. Et finalement, si on fait le parallèle, on faisait déjà ça à l'échelle du logiciel, avec des repos comme Nexus, par exemple, qui sont des repos d'artefacts logiciels. Là, on pourrait avoir un repo d'artefacts d'un conteneur. Et ensuite, ce conteneur, on va pouvoir le déployer sur différents environnements, modulo configuration, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'un petit peu comme on prêche le build binaries only once dans la logique du dev pour éviter de refaire un artefact logiciel différent par environnement, on crée un conteneur unique. Et puis c'est ce conteneur qu'on va déployer sur toutes les plateformes. Donc on va gagner également en répétabilité. Du côté de l'Ops, finalement, ça amène à faire émerger un nouveau type d'offre, qui serait donc le CAS, qui consisterait à offrir la capacité à héberger les images de conteneurs que viendraient fournir les devs. Donc ça pourrait être une offre interne, pourquoi pas, ça pourrait être aussi une offre externe, je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui s'engagent dans ce marché-là. Et finalement, quels seraient les services qui seraient attendus ? On devrait gérer évidemment toutes les problématiques qui sont traditionnellement afférentes au IaaS, gérer le multi-hôte, parce que jusque-là je parlais de Docker, mais Docker c'est un agent sur une machine. Si je veux construire une offre CAS derrière, il faut que je crée une ferme de conteneurs, une ferme de serveurs, parce que j'ai pas qu'un seul serveur pour héberger tous mes clients. Donc il va falloir que je crée une ferme de serveurs, que je puisse gérer finalement donc le multi-hôte, le multi-tenant aussi. Mes conteneurs,
qui sont potentiellement pour des clients différents, mais il faut que les conteneurs d'un même client puissent parler entre eux, mais potentiellement ne pas parler évidemment à ceux d'un autre client. Donc, on va se poser toutes ces questions-là. Ça va poser aussi une question de pilotage de ces conteneurs avec des API pour venir pousser ces conteneurs, les arrêter, les démarrer, etc., etc. Avoir des API de services transverses, avoir des annuaires de services, parce que dès lors qu'on instancie des flopées de conteneurs, en fait, ces conteneurs ils vont avoir besoin de se parler. Le serveur d'app va vouloir parler à sa base, etc., etc. Donc, ça va amener un certain nombre de questions sur ces aspects-là. Il va falloir potentiellement fournir des offres de type load balancer. Il y en a des load balancers déjà proposés en packagés sous forme de conteneurs pour pouvoir justement gérer cette multitude et la scalabilité horizontale dans des fermes de conteneurs, par exemple, du DNS, etc., etc. Et enfin, évidemment, selon le cas, notamment si on est dans une offre externe, ça va poser des questions de facturation, de gestion des accès, etc., etc. Alors, je le disais tout à l'heure, les images... Il y a un tas d'images qui sont déjà fournies, qui sont disponibles sur la registry de Docker, qui permettent d'avoir un point de départ et de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Mais au-delà de ça, on voit que maintenant, les communautés viennent fournir leur logiciel directement sous la forme d'images qui deviennent des images officielles. Donc maintenant, MySQL, vous pouvez très bien partir d'une image Ubuntu et vous installer MySQL et ci et ça, bien sûr, mais MySQL vient fournir une image de référence MySQL toute prête à l'emploi. Donc ça, c'est intéressant. Ça serait une nouvelle forme, finalement, de mise à disposition des logiciels construits par ces communautés. Alors, on peut se poser la question à terme, est-ce que ça ne va pas shifter même vers la logique de marketplace? Parce que finalement, on parle de communauté aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui empêcherait qu'une entreprise veuille packager ses artefacts de cette façon-là, les marketer de cette façon-là? C'est ce qu'on a vu apparaître notamment chez VMware, par exemple, avec leur marketplace pour fournir des vrais appliances et les acheter directement sur leur marché. Deuxième scénario, le PaaS. Alors le PaaS, il en existe plein de variétés différentes. On va en prendre un, on va dire le pattern qui est un petit peu celui de Heroku. Dans Heroku, finalement, ce que je fournis à Heroku, c'est mon code et des build packs, des informations qui permettent de construire l'application dans le PaaS. Donc c'est ce que j'ai modélisé là. Donc on a un développeur qui produit du code. Il le teste, il le développe, il l'instancie en interne. Mais globalement, ce qu'il va fournir au PaaS, c'est globalement du code et des méta-informations qui expliquent comment construire le logiciel et l'héberger. Alors, dans ce modèle-là, finalement, côté client, on ne voit pas forcément de Docker. Mais pour autant, on pourrait imaginer que Docker fasse quand même sens sous le capot. Pardon. Parce que ce fournisseur de PaaS, finalement, il pourrait utiliser dans sa boîte noire Docker pour impacter l'application qu'il a construite pour vous et l'héberger de cette façon-là. D'ailleurs, on en reviendrait un petit peu aux racines de Docker, puisqu'en fait, les gens qui ont inventé Docker l'avaient inventé au départ pour leur propre plateforme de PaaS et avaient simplement commencé à ouvrir et partager le super outil qui s'était créé pour leurs propres besoins. Ensuite, un point important, c'est que Docker, on l'a vu, il y a le hub qui fournit des services comme la registry sur Internet. On l'a vu également que Docker, c'est à la base un agent qui tourne sur une machine. Et tout à l'heure, quand on parlait du CAS, j'expliquais qu'est-ce qui se passe dès lors qu'on doit gérer finalement une ferme de serveurs. En fait, ce n'est pas Docker lui-même, le Docker Engine, qui va gérer ça. Docker, on l'installe sur un OS, sur un host. Là, en fait, il y a d'autres produits qui viennent compléter un petit peu la vision, donc, qui vont permettre justement de gérer cette logique de cluster de serveurs Docker. Flink, Dace, j'ai entendu parler de Fig tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui foisonnent autour de ça. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est la logique d'orchestration pour pouvoir justement diffuser tous ces conteneurs, les faire vivre, les opérer dans des parcs cohérents. Ensuite, donc, ouais, ça je l'ai déjà dit. Donc pour finir, si on résume un petit peu tout ça, donc finalement, je vous ai parlé de PaaS et de CAS. Il ne faut pas forcément choisir une religion, parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas fromage ou dessert. On l'a vu, le CAS c'est très intéressant, parce que dès lors que moi, utilisateur du CAS, je crée un artefact sur conteneur, et je le mets à déposer, ça m'offre une grande liberté d'action parce que
mon application, j'y colle tous les prérequis d'infrastructure, je mets ce que je veux, je mets mon middleware, je mets ma configuration, je mets tout, et je le fournis à opérer. Ça m'offre beaucoup de souplesse. Mais par contre, celui qui gère mon CAS ne se préoccupe pas de ce qu'il y a dans mon conteneur. Donc si j'ai mis mon middleware, c'est moi qui gère mon middleware. S'il est planté, c'est mon problème en tant que consommateur du service CAS. Donc je vais avoir plus de souplesse, mais plus d'engagement aussi. À côté de ça, le PaaS, il est intéressant parce qu'il me permet de m'abstraire de plus de choses, mais par contre, il ne m'offrira pas autant de degrés de liberté sur les offres PaaS. Vous ne pourrez pas choisir avec autant de finesse ce que vous voulez opérer. Mais en réalité, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, parce que c'est des approches qui sont complémentaires. Et l'idée de ce slide, c'est de dire que finalement, que vous utilisez du PaaS ou du CAS, en fait, derrière, on peut toujours utiliser Docker. Il fait sens, en fait, de façon sous-jacente pour le CAS aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si on se fait un petit takeaway, donc Docker, c'est des conteneurs, c'est vraiment cette idée d'aller empaqueter des applications dans des espèces de conteneurs virtuels qu'on va déposer sur des hosts. On parle d'isolation au sein d'un même système d'exploitation plutôt que de virtualisation où on ne faisait que partager de la ressource matérielle. C'est une démarche qui est très dev-centric parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller empaqueter une application et opérer une application. C'est ça la finalité, c'est pas de l'infrastructure pour de l'infrastructure. Docker, c'est du cloud, on l'a vu, avec deux approches qui peuvent être intéressantes, le CAS, le PaaS. Évidemment, ces deux approches, c'est pas exhaustif, mais c'est déjà deux points de départ intéressants. Docker, au-delà de la technologie et de cette dimension technico-technique, Docker, c'est également du DevOps. Puisqu'on l'a dit, c'est potentiellement une nouvelle façon de travailler ensemble, de construire et délivrer des applications, et ça permet potentiellement d'avoir d'autres modèles de travail entre ceux qui construisent et opèrent des applications dans les conteneurs et d'autres qui gèrent finalement des parcs de conteneurs sur leur infrastructure. Donc ça a des impacts sur l'architecture, on l'a vu tout à l'heure, et potentiellement également sur les organisations, puisque les rôles et responsabilités shiftent dès lors qu'on parle de choses comme you build it, you run it. On n'est plus dans une logique traditionnelle avec des équipes projets qui construisent des logiciels et de l'autre côté de ce mur qu'on essaye toujours de casser avec DevOps, des gens qui exploitent du logiciel et avec des frictions entre ces deux mondes qui ont parfois du mal à se parler. Pour finir, Docker, c'est aussi et surtout beaucoup d'opportunités. J'en ai mis 3 ici. Il y a le time to market d'une part, parce que on l'a vu tout à l'heure dans la petite vidéo, c'est très 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 rapide de construire un conteneur, on va très vite. Donc c'est quelque chose qui aide et qui vient prolonger la logique de l'agilité qu'on a si bien mise en place dans la question de la production logicielle. On est venu prolonger tout ça en fait jusqu'à la prod en venant adresser toutes les problématiques de delivery. Donc on va gagner en time to market, on va gagner en qualité. Je parlais d'infrastructures immuables, je parlais du fait que ces conteneurs, on les créait une fois et on les déployait sur tous les environnements et on s'assurait de la répétabilité de ce qu'on faisait, par exemple. Et pour finir, c'est potentiellement aussi des euros à la clé, puisque on était arrivé dans un mode où on créait des VM à foison pour des besoins différents. On avait bien compris que c'était intéressant de dissocier les besoins des uns et des autres, mais le problème c'est qu'on a popé autant de systèmes d'exploitation, et du coup il faut tous se les gérer derrière, les patcher, les faire vivre, etc. Finalement, si la finalité c'est pas de popper des systèmes d'exploitation, mais popper des instances isolées dans lesquelles je gère mon application, ça fait aussi moins de systèmes d'exploitation à gérer et un peu moins de travail à gérer. Donc une rationalisation qui va au-delà de la dimension infrastructure. Juste un petit rappel, c'est des chiffres qu'on voit souvent en infrastructure. En réalité, le coût d'un système quand vous l'achetez à un fournisseur interne ou même externe, le coût du hardware, l'amortissement du hardware, et qu'on rationalise si bien avec la virtualisation traditionnelle, c'est 20% du prix. Et généralement, les gains que vous avez en ayant rationalisé sur le matériel, vous les perdez parce que souvent, beaucoup partent sur des offres d'éditeurs, VMware et compagnie. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on l'a perdu en licence. Et de toute façon, on n'adressait que 20% du prix. Pourquoi ? Parce que généralement, 80% du prix d'un serveur, c'est le service que vous mettez autour. C'est le SLA avec les gens qui vont opérer ça, le superviser, le patcher, le faire vivre, ce produit. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'avec une offre de conteneurs, on a moins de systèmes d'exploitation à gérer, à patcher, à superviser. On a plus de conteneurs applicatifs, on modularise plus, et c'est très bien de modulariser justement les applications, parce qu'on n'a pas parlé de la granularité des conteneurs, mais plus unitaire on est, mieux on est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rationalisera quand même beaucoup la problématique de l'infrastructure.
Et donc, ce qui permet aussi de faire baisser ses coûts. Bon, pour terminer, dernier slide. Docker est devenu vraiment mature. Cet été, on a un produit de classe production qui est arrivé. En fait, c'est plus pour rassurer finalement les grands décideurs traditionnels, parce qu'en fait, avant ça, même si sur le site de Docker, c'était écrit en gros, ne l'utilisez pas en production, utilisez-le pour le test. En fait, il y a déjà des géants du web comme eBay notamment qui les utilisaient bien avant ça. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, Docker n'a pas tout inventé, ils n'ont pas tout construit. En réalité, ils sont venus mettre une API et du sens sur des technologies qui, elles, étaient déjà beaucoup plus matures. Donc en réalité, certes, l'API était peut-être fraîche et neuve, mais en réalité, une fois que le conteneur il était popé, il reposait sur des bases qui, elles, étaient déjà solides. Donc c'est déjà très utilisable. Commencez par vous créer des bacs à sable. On l'a vu, Docker, ça fait sens tout au long de la chaîne. On peut commencer dès son poste de travail et ça permet de travailler sur quelque chose déjà de très représentatif de la façon dont vous hébergerez votre application en prod. Et puis avancer step by step, au-delà du poste de travail, commencez à envisager de merger, pourquoi pas, vos plateformes de dev sur ce genre de mode et avancer progressivement, pourquoi pas, jusqu'à la production. Puis n'hésitez pas évidemment à participer à la communauté, puisque aujourd'hui je crois qu'il y a quelque chose comme 15 000 images qui existent. Et n'hésitez pas à créer les vôtres, à rajouter de la matière, à la partager, et c'est ça vraiment la dimension sociale de Docker. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai assommé tout le monde. Je peux parler 30 secondes. Vous avez dit sur la fin de votre présentation qu'on pouvait avec du Docker, j'utilise un Docker, on pouvait avec du Docker alléger des problématiques système, etc. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit un argument complètement recevable. Quand on a Heartbleed, il faut patcher tout le monde. Il faut patcher tout le monde, c'est vrai. Et là, avec du Docker, avec de la prod gérée avec du Docker, on est en train de dire, ça dépend des devs maintenant. Absolument. Moi, quand je veux déployer un Heartbleed, je ne veux pas attendre que les devs ils rentrent le lendemain matin. Ce soir, c'est dans la minute qu'il faut que ça soit déployé. Tout à fait, mais ça pose effectivement ce genre de questions, et c'est vrai que ça déplace les rôles et responsabilités de chacun. Je ne suis pas sûr que ça change beaucoup le coût d'administration, ça l'organise différemment. Je ne suis pas sûr que ça change beaucoup son coût. Et je d'autres choses à dire, mais ça va revenir. Non, mais il est vrai que dès lors qu'on déplace le barycentre, on confie effectivement aux devs de nouvelles responsabilités, parce qu'il devient honneur d'un produit qui est jusqu'en production. Et effectivement, dès lors, on parle de la faille d'Heartbleed, ça devient son problème dans cette logique-là. Il n'est plus dans un monde de oui-oui à fabriquer ses applications tranquillement dans un coin, il y a bien quelqu'un qui ira patcher, il en devient responsable. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, en couplant ça à une logique de continuous delivery, d'infrastructures immuables et compagnie, parce que c'est des questions qui sont intéressantes de se dire que, en fait, plutôt qu'aller patcher en urgence toute la prod, est-ce que si on crée des chaînes de delivery qui sont extrêmement fluides, maintenant on crée des artefacts logiciels, on sait builder et construire un artefact très très vite, si on est capable de fluidifier jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'à la mise en production d'un conteneur, la question c'est de se dire, au-delà même de la question de la faille de sécurité, plus globalement, quand je veux patcher mon infrastructure, quand je veux patcher mon middleware, quand je veux faire ci ou ça, en fait, la question qui se pose, c'est de se dire, finalement, je vais vouloir, en fait, à chaque fois relivrer. Et ça pose une question sur le rôle du versionning, puisqu'en fait, historiquement, on versionnait de l'applicatif et ça vivait sur une infrastructure qui était gérée par d'autres, les gens qui faisaient de l'infrastructure. Mais en fait, on versionne maintenant un produit. Ce que je versionne, c'est mon applicatif adossé à une version de middleware que j'ai sélectionné et qui marche avec les librairies qui vont avec, qui contiennent peut-être des failles comme Heartbleed, etc. Et ça, effectivement, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Et c'est pour ça qu'on parlait de thématique DevOps, parce que quand on dit que du coup, ça revient aux devs de devoir gérer cette problématique, de se dire, il y a une faille dans Heartbleed, donc il y a une faille dans le conteneur, donc celui qui a construit le conteneur doit le patcher. Ça veut dire que you build it, you run it, ça veut dire que les devs sont empowerés sur de nouvelles tâches, mais ça veut dire en réalité que ces devs deviennent des DevOps d'une certaine façon. C'est pas que des devs, ça veut dire que les gens qui construisent l'application, c'est déjà des feature teams pluridisciplinaires qui intègrent des gens qui sont plus centrés sur la création du logiciel et des expertises qui sont plus sur les couches sous-jacentes, comme la sélection du middleware, etc. Mais qui travaillent avec plus d'intégration. Mais c'est vrai que ça ne rationalise pas intégralement, c'est certain. On voit le nombre de CVE qui sortent, ces derniers temps, c'est la fête. Une autre question ? On ne peut pas imaginer dans ce cas-là que